Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de BD pixels qui décortique l'actualité et l'écosystème de la pop culture. On est ensemble aujourd'hui, on vous revient, c'est peut-être, je veux dire même votre shaker de BD pixels, puisqu'on va vous parler d'une des grosses actualités pop culture de la rentrée, à savoir James Bond. Mourir peut attendre, James Bond No Time to Die. Et pour ce faire, on va revenir un petit peu sur la mythologie au sens large, eh bien, de cet agent secret qu'on connaît peut-être un peu trop bien ou qu'on ne connaît peut-être pas assez, qu'on croit connaître. À mes côtés, on a une équipe de choc, puisqu'on a à ma gauche notre nouveau chroniqueur, Benoît. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Ravi, micro au point aujourd'hui. Ouais. Hommage à Philippe Risoli. Hommage au rap marseillais peut-être. Aussi, voilà. Très bien, très bien. On a à ma droite Ariane, notre chroniqueuse favorite. Comment vas-tu ? Eh ben, très bien aussi. Moi, je ne tiens pas mon micro parce que j'ai droit à un pied. Très bien. Et on a deux grands invités, et non des moindres. On a Loïc Adrien de la chaîne Versus, qui vient de sortir une vidéo sur James Bond versus le cinéma. Exactement. Loïc, donc tu es auteur et réalisateur. Parle-nous un petit peu de ta chaîne. Eh ben, c'est une chaîne que j'ai commencé, donc une chaîne sur le cinéma que j'ai commencé il y a 5 ans pour parler donc de cinéma et notamment revenir sur faire des face-à-face entre deux films et comparer des films qui n'ont pas forcément de choses qui sont à la fois très différents et qui se ressemblent énormément. Donc ça permet de parler d'histoire de cinéma et surtout de comment on raconte des films, comment le langage cinématographique se met à jour au travers du cinéma, dans l'histoire. Voilà, en gros. Très bien. Et on te remercie évidemment de faire le chemin. Et c'est cool d'être ici. On te remercie pour toute l'aide que tu nous as apportée avant l'enregistrement de cette émission. À ma gauche, en direct du Kremlin, en direct de Berlin. Oh non, on a pris la fuite. On a pris la fuite. Camouille, Daniel, comment ça va ? Grand habitué de la maison. On t'a déjà reçu plusieurs fois dans l'émission pour parler de Dragon Quest. Exactement. Pour ton livre chez Sœur d'édition. Pour parler de ta grande passion pour les X-Men notamment. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de ta grande passion pour James Bond. On rappelle qu'on peut te retrouver dans le Robotics Podcast Universe, notamment Culture Robotics. Récemment, c'est ton nouveau format. Et oui, sur ma chaîne Twitch, Camille Robotics, mais aussi After Eight, Super Ciné Battle. Puis aussi, je parle de jeux vidéo japonais chez Gamecult. Voilà, ce genre de médias. Dans Gaijin Dash. Et on t'a vu récemment parler un peu politique dans Backseat. C'est vrai, j'ai fait cette erreur. Non, je plaisante. C'était très bien, mais c'était un one shot, tu vois. C'était au service de Sa Majesté à moi. Très bien. Voilà, ça ne devait arriver qu'une seule fois, c'est arrivé. Voilà. Très bien. On est très contents de tous vous avoir autour de la table aujourd'hui. Je propose qu'on ait tout de suite James Bond, donc Espion Alpha et Omega. James Bond, permis de durer, c'est le nom de cette émission. On va commencer dans une première partie par définir ce que sont les codes de James Bond, d'où ils nous viennent et comment ils se sont définis. Ensuite, on parlera de l'évolution des différents codes de James Bond à travers les âges, de comment cette figure du cinéma a pu s'adapter et a pu se réinventer. Et enfin, on parlera évidemment du Run Craig, on fera un petit bilan et on parlera de No Time to Die et des perspectives pour la licence. C'est parti pour le débat. Avec toi, t'as toujours raison. Si, ça sert de discuter. C'est toi qui as toujours raison. Alors James Bond, avant de parler de cinéma, on va parler un petit peu de littérature. Et là, je me tourne vers toi, Ariane, parce que tu es une grande experte des livres James Bond. T'en as lu pas mal, je crois. Alors, je vais vous calmer tout de suite, j'en ai lu 3, les gars. Mais tu me casses mes effets, donc je suis désolée, je vais casser le mythe, mais effectivement, j'en ai lu 3 de plus que Benoît. Du coup, je suis officiellement experte James Bond littéraire de Hyperlink aujourd'hui. Très bien, donc d'où nous vient James Bond ? Déjà, on va parler un petit peu de l'auteur, Ian Fleming. Rapidement, Ian Fleming, spoiler alert, il est britannique. Il est né en 1908 à Londres, si je ne m'abuse, pour le détail qui tue. Et il est lui-même passé par un service de renseignement, puisqu'il a passé 6 ans dans la Naval Intelligence. Et il va se servir de cette expérience pour écrire un petit bouquin dans les années 50, en 53. Il est marié depuis 1 an, il se fait un peu chier dans son mariage, et il va écrire Casino Royale. Qui donnera son nom ensuite à plusieurs adaptations, pas seulement la plus récente, et qui du coup est le premier livre à mettre en scène James Bond, qui arrive comme un mec que a priori on devrait un peu connaître comme plus tard dans les films. Il n'a pas trop de background, il est déjà James Bond en fait, et il est déjà
Alors pas tout à fait le personnage qui va devenir ensuite dans les films, mais il est déjà fumeur, séducteur, grand buveur, comme Ian Fleming, parce que la particularité de ce personnage littéraire, c'est avant tout en fait d'être un peu le personnage que Ian Fleming aurait bien aimé être, donc il a ce côté un peu exutoire du mal. Fantasme, Benoît. Du coup, pour toi, ce personnage, dans la façon qu'il a de se définir, on va parler de sa transition vers l'écran, mais qu'est-ce qui définit cette fibre du personnage? Qu'est-ce qui le rend aussi fascinant? Qu'est-ce qui le rend aussi fascinant? Je pense après, dans le rapport au spectateur, c'est que maintenant il existe depuis plus de 60 ans. Ah non, pas tout à fait, c'est 60 ans l'année prochaine. Et qu'on l'a tous connu enfant en fait, et que c'était peut-être un des premiers figures super héroïques en fait qu'on a rencontré dans notre enfance, et que c'est le mec qui ne perd jamais, qui séduit, qui a plein de gadgets trop cool. Donc oui, je pense que c'est ça aussi. On a un rapport à l'enfance aussi à James Bond qui est formateur. Un capital sympathique qui nous vient pas forcément du bouquin, Ariane. Non, parce que déjà les bouquins sont pas très bien écrits. Ian Fleming, c'est pas le carré, hein. Il mise pas sur le réalisme, il écrit pas très bien. C'est un peu du roman de gare version espionnage. Mais on se laisse peu à peu prendre par le truc. Par contre, Fleming est quand même un mec de droite réac, et James Bond n'est pas toujours super sympatoche. Mais c'est un personnage qui, mine de rien, va quand même tous nous marquer. C'est peut-être aussi pour ça qu'on fait cette émission aujourd'hui. C'est quoi votre rencontre avec James Bond, Loïc? Moi, j'ai dû voir, je pense, quand même des films anciens avec Sean Connery, Roger Moore quand j'étais gamin, mais j'ai vraiment le souvenir en salle de GoldenEye. Donc en 95, j'avais 10 ans. Et je pense que c'est à ce moment-là où je suis vraiment rentré dans James Bond, et c'est devenu à partir de ce moment-là mon petit bonbon cinématographique. C'est-à-dire que j'attendais avec impatience chaque James Bond. Du coup, pour moi, James Bond, c'est plutôt Pierce Brosnan que les autres, mais ça, c'est mon côté adolescent, d'avoir vu entre 10 et 18 ans, c'est ce James Bond qui m'a formé. C'est cet acteur. Mais voilà, moi, c'est avec l'attente de se replonger dans, on en parlera je pense pendant l'émission, mais de se replonger toujours dans le même univers, c'est comme rentrer chez soi à chaque fois. Donc c'est à partir de là que ça a commencé, cette passion de James Bond. Et toi, Daniel, ton préféré, c'est Tobey Maguire ou Andrew Garfield? Mais je trouve que Loïc dit un truc très juste. Il dit notre Bond, c'est toujours celui avec qui on commence. C'est comme son premier RPG, c'est comme son premier... Voilà, c'est toujours son premier contact qui est le meilleur Bond. Le mien, c'était Sean Connery. Ça veut pas dire que je suis si vieux, mais j'ai commencé par un non canonique. Ma mère m'a emmené voir Never Say Never Again, donc jamais plus jamais. En salle, je devais avoir 5 ans. Non, attends, 83. Donc je devais avoir 5 ans et demi, tout a bien tassé. Et je comprenais. Alors d'abord, l'inconscience complète de ma mère de voir James Bond à 5 piges. Bravo maman. Et je me souviens très bien de ce moment où elle se retourne vers moi quand James Bond balance quelque chose, une espèce d'acide sur les yeux de son adversaire. Et elle se baisse vers moi, et en plus c'était en VO sous-titré. Elle se baisse vers moi et elle me dit: c'est du pipi. et du coup ça m'a beaucoup fait rire, ça m'a beaucoup impressionné, et ça a beaucoup syncrétisé mon amour de James Bond, qui est quelqu'un qui balance son pipi à la tête des méchants. Et depuis on s'est jamais quitté. C'est ce que j'aime dans Bond, c'est que c'est un archétype, c'est un archétype de personnage. Et puis j'aime Bond complètement unilatéralement, quoi. C'est comme ces personnages importants, c'est comme Batman, c'est comme Goldorak. C'est ok, on peut les voir d'un œil critique, et c'est ce que je fais dans mon travail, mais en même temps, j'aime l'idée que il y a un truc que j'aime, il y a un truc qui me rassure, il y a un truc que j'aime par-dessus tout. C'est Bond en tant que personnage, en tant qu'objet filmique, et ça me passionne. Ouais, un petit côté peut-être un peu doudou qu'on questionnera dans. Pas du tout le côté doudou. J'ai pas. Mais alors plus tard, on va questionner la question du doudou du film, parce qu'il y a une vraie question de doudou. Oui, on en parlera. Et ça, c'est très important, et un truc qui me tient à cœur. Très bien. Justement, tu fais bien de le dire. Je pense que tu as trouvé le mot juste. C'est que c'est un archétype du cinéma, mais pour qu'un archétype soit fondé, il faut encore le construire. T'as mentionné Sean Connery. Sean Connery, comment est-ce qu'on va le chercher? Comment est-ce qu'on le construit, Ariane?
Alors, déjà, je précise quand même que Sean Connery n'est pas le premier James Bond. Parce que là, tu t'avances un petit peu, Karel. Oui. On a parlé tout à l'heure du fait que les bouquins avaient commencé en 53. Très vite, il y a une première adaptation qui est un téléfilm dont on parlera peut-être un peu après, qui fait une caractérisation de Bond un peu particulière, puisqu'il est américain et son pote Leiter est anglais. Donc il y a un renversement des rôles. Et effectivement, le premier Bond à proprement parler, ce sera Sean Connery au début des années 60. Donc les premières adaptations se font assez vite, parce qu'en 9 ans, il est passé de Casino Royale à Dr. No, qui est l'adaptation du 6e bouquin sur 14 de Fleming. Et donc Dr. No, on est en 62, succès indéniable, mais qui divise quand même un peu la critique. Comme tous les Bonds. Tous les Bonds ont toujours divisé la critique, et effectivement, Dr. No marche suffisamment pour qu'on en refasse assez, moins que ceux d'après qui vont vraiment cristalliser le succès et faire en sorte qu'on se mette à la fin de chaque film à annoncer le fait qu'il va revenir, etc. Ouais. À partir du 2e, on sera vraiment sûr que la formule fonctionne et qu'on peut miser sur un nouveau Bond l'année prochaine ou dans 2 ans. Dr. No aura le droit à une ressortie après le succès des autres, donc il va avoir quand même un petit succès a posteriori, mais il a suffisamment bien marché, en tout cas, même si effectivement, il y en a qui ont trouvé que c'était vraiment de la merde, et il y en a qui au contraire ont trouvé ça vraiment cool. Et Loïc, je pense que tu fais partie de ceux qui ont trouvé ça vraiment cool. Ouais, non. Après, il y a quand même pas mal d'éléments qui se mettent en place dès ce premier. Après, ce qui est intéressant, c'est vrai qu'ils n'ont pas, pour lancer la période de Broccoli Saltzman, ils ont choisi ce Dr. No justement parce que c'était un des moins ambitieux en termes de décor. C'est-à-dire que tout se passe quasiment, à part la scène d'ouverture, tout se passe quasiment en Jamaïque. Il y a quand même le décor final de Dr. No qui est un peu imposant, mais ça demandait pas forcément un budget énorme par rapport à d'autres Bon baiser de Russie, par exemple, qui se passent dans toute l'Europe de l'Est en gros. Donc ça permettait de tester un peu le personnage sur un budget pas trop immense et de voir comment le public répondait. Benoît ? C'est marrant d'ailleurs de voir que les principaux éléments de James Bond, ils ont été mis en place sur les 3 premiers films vraiment. Ouais, absolument. Une passé Goldfinger, après c'est sur des rails, mais c'est vraiment sur les 3 premiers, Q dans le 2e, l'Aston Martin et vraiment les gadgets dans le 3e, et toute la personnalité de Bond dès le premier en fait. Toi Daniel, cette vision d'une trilogie qui construit tout et qui est synthétisée par Opération Tonnerre et après c'est une formule qui ronronne confortablement, ça... Je sais pas, chaque élément je me dis c'est ça la formule, elle est cristallisée et tout ça. Mais en fait, il y a juste Bon baiser de Russie, j'ai un petit pas souci parce que pour moi Bon baiser de Russie c'est une exception dans James Bond, c'est le seul film d'espionnage. C'est le seul film où il y a vraiment un acte d'espionnage avec des espions, avec une intrigue, avec du contre-espionnage. Les autres, c'est plus c'est presque des blockbusters. Et Bon baiser de Russie, c'est à la fois un film d'espionnage qui est assez beau et en même temps, il a le problème que n'ont pas les autres, c'est qu'il n'y a pas le décorateur qui s'appelle Ken Adam, et qui est le mec qui fait des décors. On lui file $1 million et il fait je vous fais un volcan. Non, le volcan il a coûté 3 millions, mais il vous fait un volcan, une base avec des méchants, il vous fait des trucs fous. C'était le chef décorateur aussi de Dr. Folamour, de Dr. Strangelove. Enfin vraiment il avait et c'est vraiment un grand, je pense que c'est le plus grand talent qu'ait jamais appelé Eon Productions à part John Barry. Voilà, pour moi c'est les 2 personnes qui ont vraiment marqué une empreinte, plus encore que Sean Connery évidemment, c'est le mec qui était là sur les t-shirts et qui est là avec sa tête un peu avachie de mec qui fait Bond James Bond, mais ouais, on voit à chaque fois les bribes. Alors tu sais quoi, moi quand j'ai vu le pot de Dr. No, la première fois que j'ai vu qu'il collait son cheveu sur la porte pour voir s'il y a un mec qui rentre ou pas, j'étais là genre waouh, mortel. Tu vois, c'était le bout de l'espionnage pour moi, alors que en fait c'est pas ouf. Ouais, après je pense que chacun a apporté un peu sa pierre angulaire et même ça peut aller, je peux considérer que cette espèce d'âge d'or, ça va jusqu'au service de Sa Majesté, une espèce d'arc fondateur. Et d'ailleurs les gens en parlent en disant oh là là, il y a un arc narratif dans
dans les Craig, j'ai envie de dire, non, mais Blofeld et les autres, Spectre, y étaient déjà avant. Donc ouais, il y avait déjà un truc un peu récurrent avec les mêmes boss. C'était un truc un peu rassurant presque. Ariane ? Je pense que Daniel vient quand même de soulever un truc assez intéressant, c'est qu'effectivement les James Bond n'est pas dans un vrai film d'espionnage au sens où on l'entend et au sens où il y en a d'autres qui ont été faits à la même période. On est dans une période où on fait du film d'espionnage dans le monde, mais James Bond il va vraiment inventer un truc à part et ça c'est une des grosses différences qu'il y a avec les romans, c'est-à-dire que même si encore une fois c'est pas le carré, Fleming il essaye de faire un truc un peu plus espionnage. Moonraker par exemple il y va vraiment en mode sous couverture. Moonraker le livre, hein. Oui, on rassure le les livre. auditeurs tout de suite. Le livre, il va vraiment sous couverture. La James Bond girl du livre, c'est une flic qui est sous couverture aussi, qui se fait passer pour la secrétaire du méchant Hugo Drax, etc. Et ça, c'est des trucs qu'on perd dans les films. Donc effectivement, on a une formule qui va s'asseoir avec ces films-là. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que Benoît a dit tout à l'heure. Effectivement, les 3 premiers films vont vraiment planter tous les codes de la saga qui ensuite vont être revisités. On va faire exprès de les casser parfois on va pas faire exprès mais on va les casser quand même, etc. Mais par contre, ils vont construire un truc qui est vraiment propre à la version cinématographique de Bond. Je crois que dans ce qui a été dit, il y a cette idée que c'est pas fondamentalement des films d'espionnage, en tout cas pas au sens strict, quand bien même on sent un petit peu l'empreinte de La mort aux trousses, notamment sur Bon baiser de Russie par exemple, qui est peut-être le seul vrai film d'espionnage au sens où Daniel le définissait. Mais du coup, est-ce que plutôt que d'être un film d'espionnage, est-ce que c'est pas tout simplement Dr No le premier blockbuster, Loïc ? En caricaturant, bien sûr. En caricaturant, disons qu'on va avoir, je pense que c'est plus, je sais pas si Dr No est forcément en blockbuster en lui-même, mais je pense que c'est plus l'évolution au fur et à mesure des Bonds. Notamment, c'est vrai que c'est facile de prendre la période Sean Connery jusqu'à notamment Opération Tonnerre, c'est qu'il y a vraiment une gradation des budgets à chaque épisode, et on va devenir de plus en plus fantaisiste et de plus en plus imposant dans l'action. C'est vrai que Bon baiser de Russie, comme disait Daniel, c'est vraiment espionnage. Goldfinger, on a encore quelque chose d'un peu réaliste avec juste ce face-à-face réaliste entre guillemets. Ouais, avec le gaz et tout. Ouais. Mais on a quand même un film qui se base surtout sur... il se passe entre guillemets quasiment rien pendant tout le film, c'est James Bond et avec Goldfinger pendant une bonne partie du film. Et c'est vraiment avec Opération Tonnerre où on a vraiment ce côté blockbuster. Blockbuster dans le sens où c'est vraiment une intrigue de série B auquel on donne des moyens complètement démesurés. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'on a que la formule James Bond, au fur et à mesure, anticipe vraiment les blockbusters qui se définiront plus à partir de la fin des années 70, comme on le sait tous. Mais du coup, je pense que ça anticipe vraiment à ce niveau-là, dans la gradation des moyens et de l'aventure qui est de plus en plus improbable jusqu'à partir effectivement dans l'espace. Avec Moonraker. Cette fois pas le livre. Moonraker, le film qui n'a pas grand-chose à voir avec le livre. Il y a genre 4 fusées de plus. Enfin bref. Mais effectivement, comme vient de le dire Loïc, on va vraiment avoir comme tu l'as dit, cette gradation des moyens. C'est-à-dire que le budget de film en film sur les premiers James Bond va être démultiplié pendant un certain nombre d'années. À chaque fois, on va foutre un peu plus de fric dedans, de façon assez flagrante. Et effectivement, on est dans un contexte cinématographique de toute façon d'apparition du blockbuster, alors pas à l'anglaise, mais à l'américaine aux États-Unis, et James Bond va surfer un peu sur ce truc-là de l'autre côté de l'océan. On peut dire que effectivement, c'est peut-être plus des films américains que des films britanniques finalement, parce qu'on a en tête Daniel Craig qui accompagne la reine d'Angleterre à la cérémonie des Jeux Olympiques, mais finalement c'est avant tout des films, c'est des productions américaines. Les thunes sont américaines. Les thunes sont américaines en tout cas, ouais. Oui, c'est un esprit beaucoup plus américain, et je pense que même les descendants de James Bond, ça s'est retrouvé dans le cinéma américain plus que dans le cinéma anglais en général. Les tropes. Mais allez pas dire ça en Angleterre. Mais vous êtes fous, les gars. On est en France, hein. Non, mais si vous dites en Angleterre, c'est plus des films américains, ils vont vous cracher à la gueule. C'est ultra serious business en Angleterre, l'avant-première devant la famille royale et tout ça. Non, mais vous vous rendez pas compte. Les gens, quand ils ont vu arriver des acteurs pas britanniques, genre, ou alors
britanniques du bout des doigts, ils ont voilà, ça pose, c'est vraiment un serious business. En Angleterre, ça reste quand même le plus grand icône. Alors, c'est bizarre de dire ça de un personnage qui est quand même très très violent, mais c'est la plus grande icône de soft power de l'Angleterre de tous les temps, en fait. Plus avec Sherlock Holmes. Donc, non, faut pas. Plaisantons pas. Allez pas dire que c'est un américain, voyons. Mon Dieu, Daniel qui nous demande d'arrêter de plaisanter, qu'est-ce qui se passe? Non, il y a des choses, il faut pas dire. Ariane. En fait, la particularité de James Bond, si tu veux, c'est que effectivement, il est très patriotique comme personnage. À la fois dans les bouquins et dans les films, il y a plein. Enfin, il y a des Union Jack partout dans les films, sur son parachute, sur son stylo, sur ses trucs, sur ses machins. Donc clairement, il a un côté hyper patriotique et il a un côté hyper mis en avant d'un rôle de l'Angleterre sur la scène internationale que l'Angleterre veut pas vraiment. Donc, et il est toujours au-dessus des Américains en fait pour le coup, c'est-à-dire que Leiter il est toujours un peu donc le mec de la CIA qui bosse avec Bond régulièrement, qui est un personnage récurrent de la saga. Il est toujours un peu subalterne de Bond, c'est un peu toujours lui qui prend les décisions, Bond et pas Leiter. Ceci étant le financement derrière Eon Production, la société qui produit Bond, c'est United Artists, et c'est donc un financement américain quand même, et c'est quand même intéressant de rappeler, enfin je l'ai mentionné rapidement tout à l'heure, mais que la première incursion à l'écran, alors sur le petit écran, mais à l'écran quand même de Bond, c'est en tant qu'américain. Donc même si il est quand même hyper british et hyper patriotique, et effectivement si tu leur dis, alors que Craig a rencontré la reine, etc., que le mec il est américain, effectivement ils vont te faire une attaque d'apoplexie, il n'empêche, il y a quand même toujours eu une espèce de frontière un peu floue quand même au niveau de ce personnage-là. Pour réconcilier un peu tout le monde autour du plateau, on peut dire que c'est peut-être un avatar par excellence de la special relationship entre le Royaume-Uni et les États-Unis, a fortiori dans un contexte de guerre froide. C'est peut-être une passerelle culturelle très utile, justement pour consolider aussi des rapports politiques. Ouais, parce qu'en fait, il agit. L'avantage que ce soit un personnage anglais, c'est ça permet d'ancrer son côté un peu franc-tireur, c'est-à-dire qu'il est, notamment pendant la période de la guerre froide, il évolue vraiment entre les deux blocs, le bloc américain, le bloc soviétique, et le fait, avec cet aspect fantasmé d'un agent anglais qui va résoudre tous les problèmes du monde, ça lui donne quand même l'avantage de jouer sur ce côté franc-tireur et de vrai héros qui va résoudre les problèmes, notamment entre les problèmes de guerre froide, même si c'est pas forcément les problèmes de guerre froide qui sont au centre des films, notamment les livres. Je me rappelle plus trop, ça fait très longtemps que je les ai pas lus, mais effectivement dans les films, on s'aperçoit vite que le côté guerre froide est vraiment très ellipsé, vraiment mis de côté. C'est jamais un enjeu central. La guerre froide n'est pas un enjeu central, c'est plus des grands méchants comme le Spectre et compagnie qui vont venir ancrer l'enjeu dramatique des films, quoi. Ouais, Spectre qui est une invention des films, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. Dans les films, ils ont mis des Dr No dès le premier film, Spectre, qui va ensuite planer sur toute la saga, mais dans les livres, c'est le Smersh, et pour le coup, c'est c'est les Russes. Et effectivement, comme Loïc vient de le dire, la guerre froide plane en ombre des James Bond pendant plusieurs décennies, mais effectivement c'est jamais le vrai enjeu, cet affrontement ouest-est. T'as toujours des méchants mégalos qui veulent détruire le monde, et pour des raisons qui n'ont souvent pas grand chose à voir avec la guerre froide, et effectivement ça c'est un gros changement par rapport au livre, qui pour le coup se servent beaucoup plus de cet ancrage dans la guerre froide, où t'as vachement plus cet affrontement entre l'ouest et l'est, et c'est effectivement symbolisé justement par le fait que le spectre du cinéma ait remplacé le Smersh des livres. Il y a c'est un moment de mise en scène un peu de façon un peu imagée dans, je sais plus si c'est dans Bon baiser de Russie, Opération Tonnerre, mais c'est Blofeld qui explique avec deux poissons qui s'entretuent. Il me semble que c'est dans Opération Tonnerre. C'est Blofeld qui montre deux poissons qui s'entretuent en disant on va attiser une guerre froide qui se fait sans nous en fait.
et justement pour tirer notre épingle du jeu et défaire celui qui restera debout à la fin du conflit et qui sera peut-être un peu affaibli. C'est peut-être aussi ça qui va permettre aussi à James Bond de durer lors des différentes évolutions de la guerre froide. Ça, on en parlera dans la deuxième partie peut-être. Est-ce que vous aviez une dernière chose à ajouter sur la définition des codes de James Bond avant qu'on s'écoute notre premier disque et qu'on aborde justement cette grande question de l'évolution de James Bond? On est bon ? On est bon. J'ai envie d'écouter des disques. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de BD Pixel en direct sur Tsugi. On remercie évidemment Tsugi et Lucas à la technique. On est également sur Twitch. N'hésitez pas à interagir avec nous sur le chat pour nous partager vos questions, vos remarques. On tâchera évidemment d'y répondre, si tant est qu'elle soit pertinente, bien sûr. Donc n'hésitez pas évidemment à nous dire quel est votre James Bond préféré, votre James Bond girl préféré. Quelque chose me dit qu'on va en parler dans cette nouvelle partie. Et puis n'hésitez pas à nous follow évidemment et à suivre les autres émissions de Tsugi. C'est parti pour la deuxième partie de l'émission où on va parler davantage cette fois-ci de l'évolution de la franchise James Bond, de la saga. Est-ce une saga ou une franchise d'ailleurs? C'est peut-être une petite question qu'on pourrait se poser. Et peut-être que l'axe de l'évolution nous permettra d'y répondre. James Bond, c'est un rôle qui a été épousé par beaucoup d'acteurs différents. On a un petit peu tous dit au début de l'émission avec quel James Bond on avait découvert. Loïc et Daniel, vous l'avez dit. Ariane, toi tu l'as découvert. Je pense que Benoît, Ariane et moi, on est plus de la génération Brosnan. Pas du tout. Moi, j'ai découvert avec Timothy Dalton. Le BFF. Mon BFF qui reste mon James Bond préféré, qui était en plus très beau et très ténébreux. Et je l'ai découvert à la télé quand j'avais, je sais pas, genre 11-12 ans, parce que j'étais pas née quand Timothy Dalton était James Bond. Donc effectivement, je suis plus génération Pierce Brosnan, mais c'est pas lui le premier que j'ai vu incarner James Bond. Et du coup, c'est resté Timothy Dalton forever pour moi, pour toujours. Et toi, Benoît, pardon, t'avais peut-être pas répondu à la question tout à l'heure, je crois. Non, mais moi, du coup, je suis d'accord avec Ariane. Mon préféré, c'est Timothy Dalton. Parce que, du coup, je suis né en 85, donc c'était le dernier de Roger Moore. Bon, après, j'ai pas connu non plus, j'étais trop petit pour aller de Timothy Dalton, mais j'ai grandi quand Timothy Dalton était James Bond, à cette période-là. Mais après, je pense que l'acteur qui l'incarne le mieux, je trouve que c'est Pierce Brosnan. Mais ma petite préférence, c'est Timothy Dalton. Qui synthétise justement pas mal de choses entre le flegme et les calembours stupides de Roger Moore, les dad jokes de Roger Moore, et en même temps un peu le punch de Timothy Dalton et peut-être aussi la dangerosité, la froideur, le côté très, très sexuel, très animal de Sean Connery aussi. Ouais, très poilu, très poilu, très, très hammam aussi. Mais bon, du coup... Très irlandais. Oui, aussi. Mais du coup, est-ce qu'on peut dire qu'à chaque Bond son époque, à chaque Bond son public, finalement, parce que chaque Bond a quand même une façon très différente d'incarner le personnage. Est-ce que c'était aussi évident que ça, cette passation, Ariane? C'est une question rhétorique, hein. Non, sinon on ne poserait pas la question, je vous le donne en mille. Comme tu l'as dit, il y a beaucoup d'acteurs qui ont incarné James Bond. On a mentionné un certain nombre. On a oublié Niven dans le premier Casino Royale et Lazenby qui nous fait un film, un petit tour et puis et quel film s'en va. Et quel film Oui, et quel film. C'est le meilleur film avec le moins bon Bond. Oui. C'est vrai, mais par contre, est-ce qu'on peut parler de cette chemise? La chemise à jabot, là. Non, mais surtout le style écossais. Non, mais surtout la chemise à jabot. Et à un moment, il y a une espèce de mec déguisé en nounours qui arrive et il se retourne en faisant il a sa chemise à jabot à chaque fois. Genre, je me dis, mais c'est pas possible. C'est le moment. Il y a des moments nuls dans les James Bond et il faut les accepter. Mais celui-là, il est vraiment dur, quoi. Five Nights at Blofeld. Mais d'ailleurs, la chemise à jabot, ça a donné de cette chemise a décollé tout Austin Powers. Moi, je voulais pas lancer un débat sur la chemise à jabot. Non, mais moi, tu me lances un détail et on est parti pour 2 heures dessus. Hein. Mais du coup, la passation n'a pas toujours été simple parce que chaque acteur était différent et arrivait après un acteur après un autre acteur dont il fallait peut-être se démarquer, peut-être moins se démarquer. En fait, Sean Connery a posé un truc dont il a été très difficile ensuite de se démarquer. Lazenby est venu faire son petit tour dans un film qui est très particulier au sein de la franchise. Sean Connery est revenu et du coup, quand Roger Moore reprend le rôle plus durablement pour faire plusieurs films cette fois, il arrive après Sean Connery, il arrive après en fait le James Bond et il va vraiment
enlever certains des codes de conneries pour mieux devenir lui James Bond. Alors bon, déjà c'est un mec, il est connu, c'est un dandy, il a rien à voir, il va être hyper porté sur la femme, hyper sensuel, tout ça, mais il va aussi ne pas conduire d'Aston Martin, ne jamais demander son fameux vodka martini, machin. Et en fait, c'est un peu ça James Bond aussi, c'est la difficulté à chaque fois de s'affirmer comme nouveau James Bond. Avec ce qu'on connaît pour Craig par exemple, qui a été hyper dénigré, ce genre de choses. Loïc, pour toi, t'es carrément peut-être plus radical encore. Toi, tu dis que chaque James Bond se définit en réaction au précédent, limite dans un dialogue avec le public qui est pas toujours très sympathique, pas toujours très cordial. Oui, de toute façon, ils sont obligés de. Après, évidemment, tout part de Sean Connery qui a vraiment ancré que c'était vraiment James Bond is Sean Connery. Donc, évidemment, il y a eu un peu des problématiques pour quand il en a eu marre, quand il a voulu sortir. C'est vrai que quand ils ont tenté la première fois avec au service secret de Sa Majesté, ils se sont dit bon, on va reprendre quelqu'un de complètement inconnu, George Lazenby. Du coup, pour vraiment réincarner de manière nouvelle et sans que le public aide a priori par rapport à cet acteur. Ce qui a moyennement marché, mais ils avaient du coup pour compenser. Ce qui est marrant, c'est que pour compenser du coup l'absence, le fait que personne ne connaissait George Lazenby, ils avaient quand même pris Diana Rigg, qui était une superstar pour faire la James Bond girl. On y viendra. Et après, du coup, c'est vrai qu'après ce tâtonnement, du coup, il y a Roger Moore qui arrive et là, du coup, c'est un peu l'entreprise inverse, c'est-à-dire que, comme tu le disais, Roger Moore était connu à l'époque, c'est qu'il avait fait Amicalement Vôtre et Le Saint, voilà. Et là, c'est pareil, du coup, il arrive vraiment avec son background, c'est-à-dire qu'on connaît le personnage Roger Moore. Et je pense qu'il va rentrer il va réussir à conquérir le public par ce mélange de je suis Roger Moore et je prends James Bond, et cette fusion va faire que ça va donner quelque chose de très pertinent au final, même si on peut aimer ou pas la personne de Roger Moore, mais ça donne un vrai ancrage qui est quelque chose qui est fort. On peut l'aimer. On peut l'aimer, mais on doit l'aimer. On doit l'aimer, moi je suis d'accord. Moi je le déteste. Je pourrais accepter tous ces films tels qu'ils sont. Ce que je voulais rajouter, c'est qu'en plus, parfois les temps de films sont quand même assez longs, quoi. Roger Moore est resté très longtemps, c'est celui qui a tourné le plus de films, pas forcément le plus longtemps parce qu'il a été battu par Daniel Craig et le Covid-19, mais Roger Moore reste quand même vraiment le vétéran, et surtout tu le sens qu'il a fait évoluer en plus le rôle de film en film. Par exemple, il y a cet exemple que je donne, ce Walk de Roger Moore. À un moment, dans un de ses rôles, il met une énorme baffe à la James Bond girl. Et il l'a fait, il se retourne à la production, il fait ça, plus jamais dans mes films. C'était très tôt, et ensuite il a fait évoluer son propre personnage au fur et à mesure de ses films. Donc il y a une évolution inhérente qui se fait en fonction de l'attitude globale du cinéma, on va le voir, Daniel Craig, je pense pas que les films de Craig auraient été pareils s'il n'y avait pas eu juste avant Dark Knight, donc la trilogie de Nolan, et en même temps 20 films Marvel qui sont sortis entre-temps. Si on compte, il y a plus de 20 films Marvel qui sont sortis entre Casino Royale et No Time to Die. Donc il y a des choses qui inévitablement, de manière sociétale, mais aussi de simple point de vue de business, qui vont toujours impacter James Bond et qui vont les faire évoluer. Justement, c'est une question de fond qui va peut-être habiter la deuxième partie de notre émission. C'est finalement, est-ce que James Bond est plus un thermomètre d'un contexte, ou est-ce que justement il crée son propre contexte? Est-ce que c'est une œuvre qui justement fait les codes d'une époque, ou est-ce que le fan de Kojima a compris là. Non, pas du tout, t'y es pas du tout. En fait, moi tu me dis thermomètre, et là je suis en train d'imaginer qu'est-ce que Sean Connery aurait dit avec son accent écossais à une vanne avec thermomètre, du genre comment veux-tu que je vous prenne la température ou quelque chose. Moi j'imagine un truc très graveleux, très Sean Connery. Dit-il en levant le sourcil comme Roger Moore au passage. Peut-être un petit peu, je ne sais pas. Non, mais en gros, ma question c'est est-ce que James Bond, justement, vu qu'on parlait un peu de contexte géopolitique, mais aussi de contexte tout simplement des rapports de genre et de représentation des femmes au cinéma, est-ce que James Bond façonne la façon dont les femmes regardent le cinéma, ou la façon dont on montre les femmes au cinéma, ou est-ce que simplement il est le témoin d'une époque qui évolue sans lui? Ariane, je te vois faire une moue. Moi, j'aurais tendance à dire que Bond, à chaque fois, c'est le produit de son temps. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que à chaque Bond, alors
Lazenby mis à part, correspond un peu une décennie en fait. Et tu vois vraiment l'évolution du contexte culturel, cinématographique et social à travers chacune de ces décennies et à travers chaque incarnation de Bond et à travers chaque pas chaque film mais chaque je dirais ensemble de films. Chaque cycle. Oui, chaque cycle, ouais. Alors, par exemple, Connery, il est dans les années 60, un certain contexte, liberté sexuelle, tout ça. Tu prends Craig, c'est un héros post-11 septembre, clairement. Et effectivement, il y a des films vraiment différents qui sont passés avant. Tu prends Roger Moore, c'est le dandy des 70s. Pierce Brosnan, il est dans cette période, il est dans les années 90, il est vraiment dans cette période d'entre-deux. Ouais. Entre les années 80 et donc plutôt Timothy Dalton et ensuite le Craig post 11 septembre et en fait vraiment à chaque fois si tu regardes le contexte et les évolutions de Bond et les évolutions des films, de la façon dont ils vont être faits et de ce dont ils vont parler, vraiment il y a un contexte idéologique qui va être traité de façon différente. Pour moi, c'est plus thermomètre de son époque que c'est lui qui façonne le contexte, si tu veux. Avant de te donner la parole, Loïc, ce qui est un peu ironique quand même, c'est que Dr No sort quelques semaines avant la crise des missiles de Cuba, et de même que Mourir peut attendre devait sortir avant le Covid. Et quand on voit un petit peu de quoi parlent les films, je me demande s'il n'y a pas aussi un peu une sorte d'intuition qui échappe justement à toute forme de calcul. Loïc, est-ce que tu serais d'accord avec ça ? Ouais, après c'est que en fait ce qui est intéressant c'est que la saga c'est au fur et à mesure tellement codifiée qu'elle a pu aussi en même temps le fait pour se renouveler, elle était obligée de saisir cet air du temps. Donc elle peut l'anticiper, elle peut juste surfer dessus. Mais là, c'est vraiment ce qui fait, je pense, l'intérêt de cette saga, c'est du coup le mélange d'un truc ultra codifié avec l'air du temps de chaque décennie, comme tu disais, Ariane. C'est juste, je pense, la première partie, effectivement, Sean Connery, la partie de Sean Connery, les premiers où les films ont créé une certaine nouveauté, quelque chose de jamais vu au cinéma. C'est le mélange de décontraction, d'un peu de violence, de libération sexuelle. Mais après, effectivement, ça c'est bien, une fois que c'était établi, ça a repris un peu tous les succès du temps, que ce soit même au niveau politique ou cinématographique. Donc pour toi, tu dirais que l'ère Connery était peut-être plus motrice que l'ère Moore, qui du coup, après, à partir de là, on a commencé un peu plus à prendre le pouls de l'époque et à essayer de s'ajuster pour aller un petit peu courir après. L'ère Sean Connery a dû créer quelque chose, créer le personnage. Après, ça a été que des recréations. Donc même s'il y avait des nouveautés, même si chaque interprète est complètement différent, ça a toujours été une recréation, donc de l'autoréférence. Donc pas de renouvellement fondamentalement. Voilà, c'est un peu ce que je dirais sur ce point. Benoît ? Pour le coup, l'ère Roger Moore, donc on va dire c'est les années 70, grosso merdo. C'est assez à contre-courant de ce que le cinéma va commencer à proposer dans les années 70, qui est un cinéma très sombre, plus social, beaucoup plus réaliste. Oui, Clint Eastwood, justement. Oui, du Clint Eastwood, le nouvel Hollywood, Friedkin, du Lumet. Ouais. Oui, c'est vrai. Voilà. Et c'est vrai, il se pose vraiment à l'opposé de ce cinéma-là, en plus du coup en appuyant le côté plus enfantin ou cartoon. Comic book, on peut le dire. Oui, ou complètement comic book. Et alors qu'à contrario, Sean Connery, du coup, a lâché le rôle de James Bond dans les années 70. Lui, vraiment fait des films beaucoup plus durs avec Sidney Lumet, par exemple The Offense ou Le Gang Anderson. Du coup, c'est vraiment, on s'écarte en fait du sombre, que ce soit ou de Sean Connery ou de la politique en général, on fait une espèce de bulle. Mais c'est marrant parce que Ariane, pardon, tu voulais rebondir ? Ouais, en fait, je pense que la particularité des films de Roger Moore est à chercher moins du côté du cinéma que du contexte de la période. Je disais tout à l'heure, les années 70, c'est tout ce qui est côté hippie, etc. Et en fait, on est vraiment dans une manière de penser différente. Et l'enjeu, je pense, de la période Roger Moore, c'est de pas devenir anachronique et de pas devenir ringard.
aussi pour le public de l'époque, et c'est pour ça qu'il se pose un peu comme ce mec. En fait, il a un côté presque parodique de James Bond. Il fait Tarzan sur ses lianes, enfin, il fait des blagues, il a toujours des petites catchphrases, ce genre de choses. Et en fait, je pense que vraiment l'enjeu, c'est par rapport à l'époque dans laquelle ces films sont produits, de pas devenir ringard. Et il va quand même, en fait, il va vraiment subir l'influence, je pense, plus que comme l'a dit Loïc, créer vraiment des trucs et subir l'influence quand même du cinéma des années 70, mais de façon différente pour pas devenir, sombrer dans l'oubli et se ringardiser tout simplement. Mais est-ce que ce côté un peu, je dirais, justement, qui subit le contexte ne se retrouve pas un petit peu chez Timothy Dalton, justement, dans la mesure où on va chercher, alors là on puise aussi dans le contexte géopolitique, mais quand The Living Daylights, donc Tuer n'est pas joué, sort, Rambo 3 est déjà sorti. Et on retrouve quand même quelques similitudes, pas dans le traitement, mais dans les enjeux du récit. Voilà, Loïc, je te vois peut-être acquiescer. Oui, non, mais c'est la période Dalton qui surfe sur le cinéma d'action des années 80 et qui va. Après, il y a le premier qui est encore. Alors, je confonds toujours Tuer n'est pas joué, Permis de tuer, lequel est lequel. Mais le premier qui sort est encore dans le côté très guerre froide. Par contre, le deuxième, qui est Permis de tuer, Permis de tuer, le deuxième, qui est là, on est vraiment à fond dans le film d'action contre des narcotrafiquants. Alors, je sais plus où ça se passe. En Amérique centrale, avec des scènes d'action qui sont des scènes de gros camions. C'est-à-dire que on n'est plus dans l'espace, on est dans des grandes poursuites dans le désert. Donc ça reprend vraiment cette esthétique et ce type d'histoire de façon très marquée. Benoît. Et en plus avec Permis de tuer, une motivation qui est la vengeance, qui est plus du tout une émission d'espionnage. Mais après, pour rendre à César ce qui est à César, je trouve que les méchants des films d'action des années 80, que ce soit les pros de Joel Silver ou quoi, c'est des descendants des méchants de James Bond. Donc, tu peux avoir des méchants avec le côté suave, très intelligent, qui ont un plan raffiné. Et pour moi, ça vient des méchants de James Bond. En fait, je pense que tu viens de mettre le doigt sur un truc assez important de cette franchise, c'est que la particularité de James Bond, pas le personnage, mais vraiment James Bond en général, la franchise, c'est que à la fois elle a été imprégnée par le contexte cinématographique et idéologique de son époque à chaque fois, et en même temps, elle a laissé un héritage. Pareil, depuis les années, alors pas tout à fait 50, mais au moins le début des années 60, quand elle est arrivée au cinéma. Et en fait, en permanence, quand tu regardes un James Bond, tu sens ce qui est fait ailleurs au cinéma à ce moment-là. Et en même temps, ça va laisser des traces aussi au fil de 60 ans, quoi. Daniel ? Non, je suis d'accord avec tout ce que vous dites. C'est le reflet de son époque. Le seule chose, c'est que... Dans le micro, s'il te plaît, Daniel. Excuse-moi, je suis un peu décalé, comme James Bond. Justement, il y a un décalage parfois qui se produit dans le sens où c'est parfois pas le bon acteur pour le bon script. Par exemple, Living Daylights, clairement, c'était un script qui était écrit pour Roger Moore et ils l'ont recyclé pour Timothy Dalton. Et parfois, par exemple, Casino Royale, clairement, le projet était pensé pour Pierce Brosnan, qui était partant pour le faire. Et Pierce Brosnan avait dit non, mais il faut faire un truc hardcore, revenir aux sources, Casino Royale. Et ils lui ont fait ouais. Et finalement, ils l'ont fait sans lui. Donc, il y a toujours une histoire de décalage, de pas le bon film au bon moment, pas le bon script au bon moment. Et c'est juste que y a une espèce de réalité de production qui se faisait chez Ion Productions, c'est-à-dire qu'ils attribuaient le film, ils rentraient dans un processus de il fallait alimenter la machine, quoi. Et ce qui fait que surtout James Bond est toujours très devenu, surtout après l'ère connerie, est devenu très attentif de ce qui se fait autour, et on l'a vu, ils se sont carrément fait doubler par Jason Bourne pendant des années. Tout d'un coup il y a eu le phénomène Jason Bourne, et là tout d'un coup ils se sont dit ah merde, il faut réagir à ça, d'où est venue la génération Daniel Craig. Et peut-être aussi un emballement, parce que là il y a un James Bond dont on parle peut-être pas assez, et avant qu'on referme cette partie, et aussi un autre axe qu'on a fait qu'évoquer au début de la partie, mais Pierce Brosnan, finalement, est-ce que cet attentisme-là, on le retrouve pas à fond aussi dans cette période-là, dans la mesure où, à cette période-là, il y a le cinéma d'action hongkongais, il y a l'arrivée de l'outil numérique qui
ajoute énormément de choses. En même temps, il y a Terminator 2 qui sort, on a des films quand même qui révolutionnent beaucoup la façon de penser l'action au cinéma, et que ce soit dans des adaptations même de bande dessinée. Il y a le projet de Spider-Man qui mûrit en toile de fond, si j'ose dire. Il y a les X-Men aussi qui sortent en 99. Voilà, il y a pas mal de choses qui bouleversent l'ère Brosnan, et peut-être aussi que Brosnan a souffert dans son ère du changement des outils du cinéma d'action. Lui-même, Brosnan, il a beaucoup de regrets quand tu l'entends en interview parler de Bond. Il dit j'aurais tellement voulu faire mieux, et en fait lui il était peut-être à son top. Après moi j'ai jamais été ouf de Brosnan, dans le sens où tu sens que c'est pas lui qui fait ses cascades, quoi. Tu sens que il était déjà pas vieux, mais il y avait un truc de physicalité qui me manquait, qui m'a toujours manqué moi dans les films de Brosnan. Et il est juste désolé de pas avoir fait mieux et de pas avoir eu les bons scripts au bon moment. Et c'est ce qui donne Pierce Brosnan qui fait du kitesurf sur une espèce de tsunami numérique. Bon, est-ce que la franchise ne devait pas passer par là pour ensuite mieux se réinventer? Est-ce que Pierce Brosnan n'a pas été l'agneau sacrifié à l'autel de films meilleurs? Moi je le pense, mais voilà. Et lui aussi le pense. Ariane? Effectivement, Brosnan n'est pas resté un James Bond très très aimé pour toutes les raisons que Daniel vient d'énoncer. Il a vraiment eu ce sale rôle de James Bond de transition, clairement. Et c'est un peu triste pour lui, parce que c'est l'acteur qui a eu le lien le plus personnel avec James Bond, et c'est aussi le seul qui n'a pas pris la porte lui-même. On l'a mis dehors. Alors que tous les autres se sont barrés parce qu'ils voulaient se barrer. À part Roger Moore, peut-être, parce que Roger Moore, il était vraiment vieux, quoi. Oui, Roger Moore, il fallait. Il avait 56 ans, il n'y avait pas besoin de le pousser dehors. Hein. 56 ans, il ouvrait plus les portes tout seul. Hein. Non, mais on rigole, mais tu vois, dans Roger Moore ou autre, il peut pas. Il est un peu vieilli, quoi. Il peut pas couper un steak tout seul. Hein. Il y a son cascadeur. Mais ils s'en sont servis. Pour faire un personnage qui vieillissait et qui, du coup, préfigure certains thèmes déjà de Daniel Craig, ce qui est intéressant parce que c'est pas du tout la même époque. Et ensuite, ils vont faire ce James Bond hyper action avec Dalton et Brosnan, mais Roger Moore préfigure déjà, enfin quand tu regardes les Roger Moore aujourd'hui, en même temps que tu te refais les Craig, en fait tu vois vraiment des trucs et des thématiques communes entre les deux, et notamment cette idée du vieillissement du personnage. Et peut-être ce côté un peu plus paternel qui arrive aussi sur les derniers, avec la patineuse artistique qui dit non, enfin voilà, il y a peut-être une question de l'âge qui intervient là-dedans. J'essaie de faire une transition très lourde vers ce sujet autour duquel on gravite depuis le début de la partie, mais c'est les James Bond Girls. Les James Bond Girls qui font partie évidemment des codes de la franchise. C'est peut-être l'un des éléments aussi les plus litigieux sur le bilan de l'ère Craig, en tout cas qui cristallise le plus les déceptions ou les réjouissances des fans de Bond autour de Mourir peut attendre. Finalement, on a pas mal de portraits, on a des règles très précises, le fait que la femme dont s'entiche James Bond, si lui roule un patin avant la fin de la première bobine, elle doit mourir avant la fin du film, des choses comme ça, enfin c'est très 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 codifié. Mais du coup, est-ce que ce sont des femmes objets ou est-ce que ce sont des personnages acteurs du récit? À quel moment s'opère cette bascule? Loïc? Ce qui est intéressant, c'est que les personnages ont été... on a eu un peu deux types. On a les personnages de type un peu Hitchcockien, c'est-à-dire on les a des Dr No, c'est-à-dire qu'on a Ursula Andress, qui est un peu la femme enfant, un peu potiche, et au tout début du film, Sylvia Trench, avec qui il y a vraiment un rapport, enfin Sean Connery et du coup James Bond et Sylvia Trench qui jouent au poker, vraiment c'est la première scène de Dr No, et là il y a vraiment un rapport d'égal à égal. Ce personnage devait revenir, finalement il reviendra pas, mais dès le premier film on a un peu les archétypes de la James Bond Girl, une qui va suivre James Bond, l'autre qui va être un peu plus antagoniste, avoir un peu plus de répondants. Mais après ça va surtout, je pense, dépendre de chaque film. En fait, on peut avoir très rapidement, la saga a pris conscience de ce côté, la James Bond Girl va forcément tomber dans les bras du héros. Dès Goldfinger, on a Pussy Galore qui dit non, cette fois moi je ne tomberai pas, enfin littéralement, on entend les scénaristes parler quasiment, et tout de suite après ça, et le fait de prendre tout de suite ces codes, ça a amené tout de suite un sorte de premier degré qui fait que le personnage n'a pas forcément évolué très rapidement. C'est-à-dire qu'on a
la saga s'est souvent, pour moi, contentée de jouer sur ces codes, de se dire, bon, on va pas forcément travailler ça, mais en instillant un peu ce second degré, ces clins d'œil, on va rester là-dessus. Donc ça, je pense que ça a mis du temps à avoir vraiment des personnages qui sont moteurs du récit, comme tu le disais, et ça peut être un peu compliqué, effectivement. Typiquement, le rapport à notamment un personnage qui va retirer une perruque dans Live and Let Die, par exemple, en Jamaïque, va pas la retirer de la même manière dans Mourir peut attendre, par exemple. Voilà, si on crée un petit parallèle. Tu fais bien de parler de Pussy Galore, parce que là je prends pas de gants, hein, vraiment, c'est un sujet qui cristallise beaucoup de tensions sur Internet. Mais voilà, le James Bond de Sean Connery, on l'a accusé, enfin même le réalisateur de Mourir peut attendre l'a accusé d'être un agresseur sexuel. Est-ce que ces films-là sont des... Justement, on en revient à la question, est-ce que ce sont des produits de leur époque qui témoignent de rapports sociaux de l'époque, ou est-ce que justement c'est une façon de vendre un fantasme aux spectateurs à cette époque-là? Ariane? Oui, je le disais au tout début de l'émission, James Bond, il a été créé comme un personnage avec ce côté un peu exutoire. Il fume, il boit, il conduit des belles voitures, il se tape des belles nanas. Il a ce côté un peu fantasmé pour Ian Fleming quand il est créé. Et ensuite, Predator aussi, du coup. Je pense que c'est anachronique de dire ça. Oui, on parle d'un personnage qui est créé dans les années 50, qui passe au cinéma dans les années 60 dans un contexte de liberté sexuelle, etc. Je pense qu'il ne faut pas le voir comme un prédateur. Au début, alors je sais que toi, t'as du mal avec le fait que parfois, effectivement, il force un peu les meufs à l'embrasser, ce genre de truc. Mais en fait, légèrement. Il y a une certaine... C'est parce qu'il y a une certaine fonction. En fait, à chaque fois, c'est ces antagonistes qui finissent par embrasser ou se taper ou ce genre de truc. En fait, c'est une manière dans James Bond de les remettre dans le droit chemin. Il va les repositionner en se les tapant. Et alors, c'est une façon de procéder, mais... C'est le nom des gens, ça, c'est... Ça me rappelle... c'est la fille qui couche avec les gens de droite pour les rendre de gauche, c'est ça? Mais c'est exactement ça. Ils vont passer de l'autre côté et après, elles vont finir par mourir. Mais elles sont repassées par l'autre côté d'abord. Mais en fait, du coup, c'est vraiment une fonction idéologique, en fait, dans James Bond. Et il va y avoir une évolution dans ce traitement de la femme à partir de... Dès la fin des années 70, elles ont un peu plus... Alors, elles continuent de se faire sauter par James Bond et elles continuent d'être subalternes par rapport à lui, etc. Mais elles ont un peu plus un rôle vraiment en tant que personnage. Elles sont un peu plus développées, un peu plus caractérisées et surtout tu vois apparaître beaucoup de James Bond girls qui sont un peu plus badass, qui sont un alter ego de James Bond. T'en as qui sont d'ailleurs des espionnes aussi ou des flics ou ce genre de choses. Et après elles vont même devenir smart. Elles vont même avoir un cerveau. Chez Craig, elles sont comptables et docteurs. Donc t'as une évolution avec le temps et tu peux pas regarder la place des femmes dans James Bond sans le remettre à l'aune de son époque. Benoît? À l'exception peut-être de Au service secret de Sa Majesté. Oui, qui est un film très romantique. Qui est très romantique et en fait qui a tellement modifié le comportement de la James Bond girl et de James Bond aussi, parce qu'il finit quand même par se marier. Par se marier, prendre sa retraite. Bon, ça finit très mal. Mais du coup, c'était vraiment un pavé dans la marche, toi, à l'époque, le personnage de Tracy. Qui vient des livres. Oui. Et même le traitement de ces James Bond girls qui sont créées limite à la chaîne par Blofeld. Oui. Dans le but, de façon limite mécanique, et ça se retourne contre James Bond quand il choisit de jouer le jeu de cette espèce de pantomime finalement qui n'était là que pour le duper et le piéger en fait. Oui, c'était vraiment pour dire c'est pas Sean Connery. Voilà. Et finalement aussi on est peut-être conscient des codes de cette série, c'est peut-être le moment de les faire évoluer maintenant que le Summer of Love est passé par là et que les fans n'en ont pas voulu. Oui. Du coup. Le Star Wars 8 de James Bond, peut-être. Envoyez la troisième partie, s'il vous plaît. Non, mais peut-être un dernier mot pour Daniel avant de passer à la troisième partie. Pour moi, il y a quand même une évidence, juste pour, si tu veux clore ce débat. Pour moi, il n'y a pas l'ombre d'un doute sur toute la période Sean Connery, et même ça s'étend un petit peu sur Roger Moore. Il n'y a pas une relation sexuelle qui commençait un petit peu par un viol, et à toutes sans aucune exception, elles lui disent non. Non, elle lui répète non, et lui, il passe outre, il les force, et évidemment,
sa magie marche. Et du coup, tu peux pas nier ce fait. Et il y a un truc qui me paraît important, c'est qu'au fur et à mesure, les positions des autres comédiens vont changer. Par exemple, Roger Moore va adoucir un petit peu la vente, même si Roger Moore il reste quand même un petit peu là-dedans. Mais faut voir d'où on va. C'est que Sean Connery, tu parlais de Pussy Galore, il lui fait un Hosoto-gari dans la paille et il change littéralement une lesbienne en hétérosexuelle. Ouais. C'est ça, hein, c'est à ce niveau. Et pour les avoir revus avec ma copine qui est pas du tout genre, elle est plutôt sa littérature n'est constituée que de livres féministes, et quand je lui ai montré un peu, j'ai dit ma maman elle adorait, et là on a eu beaucoup de discussions. Alors du coup moi je suis pas du tout pour que ces films soient évaporés, qu'on arrête de les regarder. Au contraire, je trouve ça intéressant, comme tu disais, de les remettre dans le cadre de leur époque, d'expliquer comment c'est possible qu'on ces choses arrivaient. Venant d'une famille qui vient d'Union soviétique, j'ai eu beaucoup d'anecdotes d'ordre d'espionnage sexuel, des histoires de coucherie entre espions, et des histoires beaucoup, c'est un peu trop long pour expliquer, mais il y en a des très drôles. Mais donc ça m'étonne pas en fait qu'il y avait des histoires de coucherie, d'espions, ça faisait partie du taf. Mais le truc, c'est que retranscrit au cinéma, et quand on revoit ce qu'on nous proposait dans les années 60, ça peut paraître problématique. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, ces films existent, et c'est intéressant de se replonger dans le contexte et d'expliquer pourquoi c'est comme ça. Et aussi accepter aussi le fait qu'on puisse trouver ces films charmants. C'est possible aussi, faut pas avoir honte. Moi, j'adore Goldfinger, et pourtant c'est un des plus sexistes qui soit. C'est celui qui commence avec la fille, il est sur le bord de la plage, il lui tape sur les fesses, il lui dit ah non, les hommes ils parlent. Et c'est le début de Goldfinger, quoi. Et j'avais complètement oublié cette réplique avant de me le remater encore pour la 10e fois. Et j'ai fait ah ouais, ça vieillit. Le début d'Opération Tonnerre est pas mal non plus. Merci pour cette deuxième partie d'émission. On va s'écouter cette fois-ci une vraie chanson de James Bond, la vraie. T'as préférée, Ariane ? Pas du tout. Moi, je voulais Goldfinger ou Live and Let Die. Je suis très déçue, Karel. Voilà, donc là, on a le Blu-ray qui est ici. Voilà, on va s'écouter Skyfall de Adele. On est toujours sur Tsugi et Twitch. N'hésitez pas à nous laisser vos remarques sur le chat et vos questions. Et on se retrouve juste après. Hyperlink, votre shaker de bulles et de pixels, toujours sur Tsugi et sur Twitch. On est toujours avec Daniel. Comment ça va, Daniel ? Moi, ça va super. Toujours très bien. On est avec Loïc. Toujours, tout va bien ? Toujours dans l'univers James Bond, ça va toujours. Parfait. On est du coup pour notre dernière partie. On s'est mis un petit peu en jambes avec Adele, qui nous a interprété le générique de Skyfall, qui est le plus grand succès de la franchise James Bond, et même le plus grand succès aussi de l'ère Craig, dont on va parler maintenant, parce que voilà, là, il est temps de rattraper un petit peu l'actualité. On a fait un petit tour d'horizon de toutes les évolutions de James Bond au fil des années. Maintenant, on va parler de Craig, dont on a su, voilà, ce retour aux origines. Il n'était pas forcément attendu comme tel, il n'était pas forcément espéré par les fans. Craig n'a pas forcément été très bien accueilli. Ariane, toi, ce retour aux origines, il t'a parlé, parce que toi, tu disais, Timothy Dalton, c'est ton James Bond de cœur, il est proche des romans. Là, du coup, la proposition de Craig te parle déjà un peu plus. Ouais, moi j'ai kiffé Casino Royale quand il est sorti, mais effectivement, il n'a pas fait l'unanimité du tout. Ce mec blond. Il était blond déjà, donc ça plaisait pas. Et puis surtout, c'était une proposition un peu à part. Ce qu'on venait proposer là, on proposait un reboot déjà, qui revenait aux origines de James Bond et de son permis de tuer, qui revenait aux origines des romans aussi, en récupérant du coup le nom et une partie de l'intrigue de Casino Royale, qui était le premier bouquin, qui avait jusque-là pas été adapté au cinéma en tout cas. Et on va récupérer plein de trucs des origines, alors que avant Craig, les James Bond c'était vraiment distancé de Fleming. Et là on va voir réapparaître plein de trucs des bouquins. Alors l'intrigue de Casino Royale, même si il y a eu quelques changements, c'est pas du poker par exemple dans Casino Royale à la base, mais même des trucs d'autres bouquins, par exemple, je sais plus. Mais on va récupérer des trucs des bouquins, et on va revenir vraiment aux origines de James Bond en tant qu'espion. Et du coup, c'est une proposition qui a au début plus ou moins plu, quoi, tout simplement.
Plus ou moins quand même. Un bon plébiscite quand même, puisqu'on est on sort d'une période avec Meurt un autre jour qui rapporte 431 millions pour 142 millions de budget. Là on est sur un budget inférieur, 102, et des recettes de 600 millions, donc c'est quand même 1 pour 6. En post-Covid. En post-Covid, non, là on parle de Casino Royale. Ah, tu parles de Casino Royale. Non. J'étais sur les j'étais me disais c'est des chiffres assez bas. Non, Mourir peut attendre, il a 300 patates et 456 de recettes pour l'instant. Mais du coup, oui, Casino Royale, accueil inespéré, Benoît. Oui, c'est accueil inespéré. Je crois que t'as un petit problème de micro, Benoît. Attends une seconde. C'est bon, oui. Accueil inespéré, surtout après Meurt un autre jour, qui partait quand même très très loin dans le nawak, dans sa seconde partie. Donc là, c'était vraiment, on repartait sur l'antithèse. Et comme on l'avait dit, entre-temps, il y a eu plusieurs franchises qui sont sorties, notamment les Jason Bourne, les Missions Impossibles. Et ce qui avait échappé à personne quand Casino Royale est sorti, c'est que c'était quand même sous forte influence des Jason Bourne. Dans le côté, on retourne à un espionnage un peu plus réaliste, un peu plus crédible. Un peu plus brut aussi, on enfonce les parpaings, enfin non, on enfonce le placo. Le placo, ouais, complètement. Là, pour le coup, ça jouait pas sur l'élégance du personnage. Ça jouait sur le physique de Craig, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que quand tu le vois sortir de la mer, parenthèse, tu veux du reboot, on joue avec les codes d'Ursula Andress en faisant sortir Bond de la flotte en maillot de bain. C'est un mec qui est hyper physique, hyper carré. Il n'est pas du tout poilu comme Brosnan et Connery. Il est blond, il n'a rien à voir avec tous ces James Bond-là. Mais il est hyper brut de décoffrage. Et au début, il va pas trop s'emmerder avec les gadgets. Tu l'as dit, il traverse les plaques de placo. Et cette scène-là, c'est un vrai reflet du Bond que va être Craig. Ah oui. Un Bond très physique qui se définit par sa capacité peut-être à prendre les coups, mais surtout à les encaisser, ne serait-ce même au sens métaphorique, au sens finalement, est-ce que cette entrée en matière, cette scène dans les toilettes avec justement où on va plus cette fois-ci canoniser, comme tu soulignais dans la vidéo de Versus, justement canoniser même le gun barrel, incarner jouer les avec, codes, effectivement, ça, jouer avec ça. Est-ce que finalement on n'est pas avec Craig sur le Bond peut-être le plus méta de la série? Bah ouais, il y a un côté paradoxal, parce que on pourrait dire que c'est un des plus réalistes, mais en même temps, il joue extrêmement avec les codes. Martin Campbell, qui avait déjà réalisé GoldenEye, du coup c'est son deuxième, et il joue effectivement avec tous les codes de la séquence pré-générique, qui est pour le coup, parce que toutes les séquences pré-génériques de chaque acteur, enfin pour leur première interprétation du rôle, étaient là pour un peu l'incarner en tant que James Bond. Et là, c'est littéralement un reboot, ce qui est la première fois. Et effectivement, il joue avec le gun barrel qui vient en fin de scène pré-générique. Et on a à côté le noir et blanc, du coup, qui appuie encore plus ce côté flashback, ce côté intronisation d'un nouveau personnage dans un univers du coup qui est très froid. C'est-à-dire que les séquences pré-génériques généralement donnent lieu à de grandes scènes assez barrées selon les films. Là, on est dans un truc, un simple face-à-face entre James Bond et un agent renégat, et une scène de baston dans les toilettes où on a vraiment à la fois où il y a tous les codes de la période Daniel Craig qui s'ancrent, c'est-à-dire qu'une caméra beaucoup plus libre, du coup influence Jason Bourne, donc caméra à épaule, et James Bond qui prend véritablement des coups. C'est-à-dire que c'est une des rares fois, enfin c'est une des premières fois où on voit James Bond vraiment le visage marqué, et ça définit vraiment toute la période Bond de Daniel Craig en 3 minutes. C'est ça la force des séquences pré-génériques de tous les James Bond, c'est qu'on comprend tout ce qui va se passer par la suite. Il n'y a pas besoin, limite on pourrait arrêter le film là, on pourrait en parler très bien, quoi. On va peut-être pas faire une super Daniel Craig battle, Daniel, mais je l'ai fait demain, je te cache pas. Ah, tu l'as fait demain? Ouais, dans After Eight, ouais. Ah, incroyable, on a hâte, merci pour cette exclue, je ne sais pas s'il y a une exclue, mais du coup voilà, peut-être parler de Mourir peut attendre. Je veux dire juste un truc. Vas-y, oui. Avant de parler de Mourir peut attendre. Non, j'en vais en parler aussi. Daniel Craig, je pense que c'est le meilleur comédien qui a incarné James Bond, en fait. C'est-à-dire que ils avaient tous leurs particularités, mais Daniel Craig arrive à faire la meilleure synthèse de tous. C'est-à-dire, il a à la fois la violence un peu animale de Sean Connery, mais en même temps, il a l'humour passe sans rire, vraiment anglais,
c'est le deuxième Britannique après Roger Moore, donc il a vraiment l'humour britannique de Roger Moore. Et il n'a pas les défauts qu'ont les autres. Donc il y a vraiment un vrai travail de synthèse qui est fait chez Craig. Et si tu le vois, alors après, je trouve que cet arc narratif qu'ils lui font faire, c'est-à-dire il traverse toutes les étapes, c'est-à-dire dans Skyfall, il est déjà au bout du rouleau alors qu'il en est à sa 3e mission. Bon, peut-être que le métier d'espion c'est compliqué. Un reboot qui n'en finit pas aussi, peut-être un peu. Je crois que il y a à la fois une incohérence dans ces films qui est aussi une forme de cohérence en soi, qui a son petit charme, parce qu'ils se sont dit en cours de route, il faut qu'on fasse une continuité, et il faut qu'au fur et à mesure on prend le plus d'éléments possible, alors que d'habitude la tradition dans les Bonds c'est quand même un film doit être regardable standalone, c'est-à-dire chaque Bond est le premier Bond de quelqu'un, donc c'est un peu ça la tradition des Bonds. Et là, dans No Time to Die, ils vont au fur et à mesure des films, ils t'augmentent la somme de devoirs que tu dois faire à la maison pour te souvenir de c'était qui White, alors que normalement t'as pas de souvenir des sous-fifres. Donc ensuite, au fur et à mesure, ils augmentent l'assiette de ce que tu dois savoir. Alors dans Spectre, il faut carrément avoir un bloc-notes. Et là, dans No Time to Die, t'as 1 heure littéralement de film avant que le film commence vraiment, où on te parle du passé, on te parle de ce qui s'est passé avant. Donc Craig est arrivé au moment où ils se sont dit, à ce moment où Eon Productions s'est dit, il faut qu'on fasse un arc narratif. Il faut qu'on fasse du Nolan, et c'est un peu ça qui a à la fois le charme et surtout la spécificité de la génération Craig. Je pense qu'il est encore trop tôt pour l'avoir, pour avoir une vision critique. Je pense qu'il faut attendre que tout le monde ait vraiment accepté cette espèce qui passe de espion débutant au bout du relou, un mec qui a failli au bout du relou, un mec qui a failli avoir une vie de famille. Moi, je pense que la vraie audace, ça aurait été de le rendre daron et qu'il verse des Kellogg's à sa fille. Mais voilà. Tu m'as pas laissé le temps de faire une alerte spoiler, c'est pas grave. Donc, alerte spoiler, parce qu'à partir de maintenant, évidemment, on va parler peut-être de l'actualité avec Mourir peut attendre. Mais et donc là, en revanche, on peut parler de Kellogg's si tu veux. Moi, je suis toujours partant pour parler de céréales. Voilà, on peut parler de céréales. Mais non, effectivement, cette approche feuilletonnante que tu décris, elle suppose l'évolution de Bond en tant que personnage finalement, le sort de ce personnage en tant que personnage étant abordé de façon très frontale dans Mourir peut attendre. Est-ce que pour vous c'est un contresens, cette logique de personnage, ou est-ce que justement questionner l'impossibilité d'un archétype à devenir un personnage, c'est pas finalement une très belle façon de refermer ce cycle? Loïc? Non, moi je pense que c'est cohérent effectivement de tenter ça. Après, ce qui est marrant, c'est qu'on peut vraiment faire des ponts avec Au service secret de Sa Majesté, notamment dans l'utilisation de la musique. Et les 2 films, en fait, ce que je trouve assez beau, c'est que les 2 films se concluent un peu de la même manière, parce que dans les 2 cas, le personnage de Bond va arrêter sa carrière et avoir une famille. Et les 2 films concluent de la même manière par la mort, soit de James Bond dans No Time to Die, soit de Diana Rigg, sa femme, dans Au service secret de Sa Majesté. Donc je trouve que l'évolution que ce soit de l'arc Craig ou en un seul film Au service secret de Sa Majesté, je trouve que c'est super intéressant de pousser ce personnage dans ses retranchements, mais au final on voit que la conclusion, James Bond doit rester un personnage, donc forcément la famille ne peut pas exister, donc Diana Rigg meurt ou Daniel Craig meurt, mais au final on a ce personnage qui ne peut pas vivre autre qu'en tant que James Bond. Donc le final, je trouve, est assez touchant et assez pertinent de ce côté-là. Condamné un petit Louis Armstrong en plus. Voilà, exactement. Ouais, moi j'ai chialé. J'ai pas honte de le dire, moi j'ai pleuré. Ma mère, elle était en PLS aussi. Benoît, étais-tu en PLS du coup? J'ai versé une petite larme, je l'avoue. Mais donc tu parlais de cohérence, c'est en fait la fin est totalement cohérente avec l'ère Craig, parce que en fait il avait déjà pris sa retraite une fois à la fin de Casino Royale pour partir vivre avec. C'est ça qu'il n'arrête pas de prendre sa retraite, c'est ça un peu le problème. Il prend sa retraite à la fin de Spectre. En fait, c'est vrai que Daniel Craig, du coup, c'est un James Bond qui va plutôt faire passer ses sentiments avant la couronne. Et du coup, la fin est complètement logique parce que il préfère il pourrait abandonner sa famille et continuer sa vie d'espion, mais en fait, non, c'est pas ça qui l'intéresse. S'il peut pas avoir une famille, pour le coup, il préfère sacrifier. Mais du coup, est-ce que c'est... J'essaie vraiment
est-ce que c'est un contresens ou est-ce que c'est logique avec l'évolution de la saga ? De faire mourir James Bond ? Ouais. Non. C'est un personnage de fiction, je pense que même la mort, elle est naturelle. On parlait de Sherlock Holmes tout à l'heure. Enfin, Sherlock Holmes, Hercule Poirot, c'est des personnages qui ont connu une mort. Et ça n'a pas entaché leur aura. Et Loïc ? Oui, et on parlait tout à l'heure des influences. Effectivement, on retrouve à peu près, même quasiment le même arc narratif que dans les Batman de Christopher Nolan, où on a quasiment la même scène de fin, où du coup avec Batman, Christian Bale qui meurt et tous ses collègues proches se réunissent autour d'un verre. On a exactement la même scène dans les deux films. C'est assez marrant de voir ça. Donc c'est vraiment dans l'air du temps, de ce côté noir, réaliste entre guillemets. Donc je trouve que c'est complètement cohérent avec je sais pas avec quoi, mais avec la Daniel, en tout cas, je veux dire un truc. Jusqu'au bout, moi, je me disais qu'ils vont faire une Nolan, c'est-à-dire que on allait voir Alfred et il y avait avoir Daniel Craig qui mange une pizza à Naples et tout ça. Et exactement que la fin de Batman Rise. Je pensais pas qu'ils iraient jusqu'au bout et en même temps, tous les leaks semblaient indiquer. Tous les leaks ont été confirmés en fait. Le leak il a une gamine, donc. Hop, confirmé. Et alors, au moment où j'ai vu qu'il y a la gamine, j'ai fait ah, ok, là c'est bon, je crois que c'est bon ce coup-ci, il va mordre la poussière. En même temps, tu sais quoi, on l'a pas vu mourir. Hein. On n'a pas vu mourir. Tu sais quoi, c'est possible que Bond a été projeté, il est sans vêtements quelque part, à peine blessé, on sait pas. Tu sais, moi, dans mon lore James Bond personnel, mais ça c'est très personnel, hein, c'est que pour moi, en fait, James Bond est un nom de code, et en fait, ils sont tous dans une maison de retraite de James Bond, et ils sont tous entre James Bond, et ils sont fauteuil roulant, ils ont des cannes et tout. Ils font, ça va James Bond ? Ouais, ça va. Et j'imagine que c'est un truc, moi, dans mes rêves, c'est ça. Hein. Sauf qu'il n'y a pas de James Bond dans Death Note. Hein. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, bien sûr. C'est que c'est juste pour me moquer des gens qui essayaient de donner une cohérence. En fait, pendant des années, on se moquait un peu des gens qui essayaient de donner une cohérence de film en film, alors que finalement, c'est pas les mêmes acteurs. C'est comme Pokémon. Il faut que ça soit ton premier James Bond. C'est que voilà, t'as ton premier Pokémon, t'as ton premier James Bond, et pour la personne qui vient après. Et il y aura aussi un premier James Bond et tout. Et c'est ça qui me paraît important dans cette franchise, c'est qu'elle est accessible. Et là, tout d'un coup, il commençait à avoir une vraie tentative de narration globale. Et c'était une tentative. Je pense pas qu'ils referont la même chose. Moi, si tu veux un truc pour le futur de James Bond, on allait y venir ça, justement. C'est mon pari. Moi, alors, écoutez-moi. Elle parle à la caméra. Elle est où la caméra ? Vous, rond du cuir. Moi, James Bond, le prochain, je veux un film d'époque. Je veux un film pas borderline noir et blanc. Je veux un James Bond 1960. Je veux que tous les méchants soient communistes, qu'ils parlent avec un accent ridicule. Je veux que ça commence par un cold open où il fait simili l'amour à l'espionne et tout ça et tue les méchants. Ensuite, générique avec des ombres de... Excuse-moi, je tape, mais on tape pas sur la table, attention. Ça me tient à cœur. Avec des ombres de femmes et d'hommes, parce qu'il faut aussi maintenant une parité, et d'hommes dévêtus. Mais en fait, voilà, un truc traditionnel. Je veux une chanson très tradie avec surtout des cuivres dans la musique, parce que ça, les gens, ils oublient qu'il faut des cuivres dans la musique. Et je veux ensuite James Bond qui rentre dans le bureau de M après... homme ou femme, années 60, donc homme, et qui arrive et que ça soit vraiment une mission d'époque. Moi, je veux un one-shot d'époque. Donnez-moi un one-shot d'époque, faites ensuite tous les trucs, machin, mais je veux juste un film qui me rappelle un peu que les méchants communistes, c'est les meilleurs méchants. Est-ce que finalement, c'est pas peut-être la meilleure réaction, pour reprendre le terme de Loïc de Versus, que ce serait pas la meilleure réaction possible, justement, maintenant que ce Bond personnage, on l'a eu, qu'on revienne à un Bond purement archétypal et purement fonctionnel au service d'un récit, d'une formule qu'on connaît bien, etc. Ou quelque chose de plus léger en tout cas. Moi je veux qu'il y ait un volcan avec des ninjas dedans, c'est tout ce que je demande. C'est pas compliqué. Ouais, pourquoi pas. Non, mais après je rigole, mais tu vois, en fait, c'est ça qui est intéressant avec James Bond, c'est qu'au fur et à mesure du temps, ça devient un archétype très malléable. Alors, il n'est pas aussi malléable que, mettons, Spider-Man, il peut pas partir en colo, ou tu vois, machin. Mais au moins, il y a des choses que tu peux faire avec ce personnage qui est vivant, et il est pas gravé dans le marbre. On peut faire des choses avec ça, et ça me paraît intéressant, soit de revenir à une structure en hommage à Ian Fleming, soit allez-y. Faites quelque chose de différent, quoi. Est-ce que pour filer
oublié le parallèle avec le jeu vidéo, tu citais Pokémon, peut-être que Zelda serait un parallèle peut-être un peu plus pertinent, vu que James Bond et on a Link, de ces deux personnages qui sont un peu des réceptacles du joueur ou du spectateur. Je ne te suis pas, Karel. Et tu me suis pas. Non, mais tu vas voir, c'est que Zelda, c'est une formule, mine de rien, qui se régénère avec un personnage courageux qui sauve une sagesse qui est emprisonnée par une force maléfique. Et c'est toujours cette même formule qui va se décliner dans des contextes différents, racontant des choses différentes. Et Breath of the Wild, c'est peut-être aussi pour ça qu'il a marché. C'est finalement, il faut que tout change pour que rien ne change. On revient à l'origine de la série. Mais l'émission Zelda, on va pas la faire aujourd'hui. L'important, c'est que l'acteur ne soit pas connu. Il faut, genre, je vois les listes passer de gens qui disent il faut que ce soit le mec qui fait Loki, je dis non, d'abord il faut que ça soit Idris Elba. J'adorerais avoir Idris Elba il y a 20 ans. Je pense qu'il faut prendre un gars jeune et il faut prendre un gars jeune, surtout parce que tous les noms que j'entends c'est des mecs qui ont 50 piges déjà, et à 50 piges tu vas pas faire 2 films avec. Et justement, c'est une question aussi qu'on peut se poser. Est-ce que James Bond, avant de vous poser la question qui vous verriez en James Bond pour conclure, mais quelle place peut occuper James Bond aujourd'hui, tout simplement, en fait, parce qu'il y a quand même beaucoup d'héritiers qui se sont emparés justement de tout ce que James Bond a apporté au cinéma. Ça peut venir des gadgets à gogo de Ethan Hunt dans Mission Impossible, ça peut être la multiplication des parodies entre Rien que pour vos cheveux, Austin Powers et tout ça. Enfin voilà, je fais le grand écart parce que quelqu'un m'a rappelé l'existence de ce film sur Twitter ce matin. Mais finalement, voilà, est-ce que tout simplement, même Kingsman, qui quand même joue cette carte à fond du film décomplexé, limite pulp et d'époque en même temps, finalement, est-ce que James Bond, il est pas un peu dans une impasse ou pris au piège? Loïc, je te vois faire un peu la moue. Non, je suis pas d'accord. Je pense qu'il a réussi à se renouveler pour le pire ou pour le meilleur, mais depuis 60 ans, il existe toujours, et je pense que ce sera toujours le cas. Parce que la formule est immuable, parce que ça, quel que soit, comme on l'a dit, James Bond, ça peut être meurt un autre jour, et ça a été quelques années après Casino Royale. Donc, je pense que le personnage arrivera toujours à retomber sur ses pieds, à être réinterprété. J'avoue que j'ai aucune idée de ce qu'on peut faire après, et tant mieux, parce que j'en serai le premier surpris, et j'attends ça avec impatience. Mais non, je pense que James Bond ne sera jamais démodé, parce que ça fait bien longtemps qu'il est démodé, entre guillemets, donc il est un peu intemporel. Donc, il fait partie des meubles. On a tous entre 15 et 20 James Bond à vivre chacun, enfin plus ou moins, je sais pas si vous fumez ou buvez, tout ça, mais en fonction de notre durée de vie, on a au moins une bonne quinzaine de Bond à avoir. Donc au moins 3 interprètes. Au moins 3 interprètes. Franchement, c'est excitant. Ça vaut le coup de vivre pour ça. Robert Downey Jr. numérisé en James Bond, moi je serais super chaud. Non, Benoît, non, mais c'était une façon de vous réveiller un petit peu toutes et tous pour avant de refermer cette émission. Daniel m'a coupé l'herbe sous le pied, mais qui en futur 007 autour de la table, Ariane? Tu peux pas savoir, c'est trop difficile. Il y a. Mais là, je parle à votre cœur là. Moi, je suis d'accord avec Daniel. Je pense qu'il faut que ce soit un mec qui soit pas connu. Il faut pas que ce soit un mec qui soit trop jeune non plus, parce que sinon tu fais Kingsman. Mais il faut pas que ce soit un mec qui ait 40 ou 50 ans, parce que sinon tu fais qu'un film. En fait, là, ce qui a été très compliqué, c'est que l'ère Craig, si on peut l'appeler comme ça, elle a vraiment mis ce cycle-là à part. D'ailleurs, le personnage est mort, on est parti à ses origines, on l'a fermé, et vraiment, du coup, toutes les autres missions, elles rentrent pas dans ce cadre-là, c'est pas possible. Donc là, on a eu un truc un peu particulier, et la mort de James Bond fait qu'on va être obligé de passer par un nouveau reboot, le deuxième en 5 films, alors qu'il n'y en avait jamais avant. Et là, on repart sur des bases qui sont un peu compliquées. Moi, je m'interroge un peu sur ce que tu peux faire comme James Bond après, et avec qui. C'est impossible de se prononcer. Moi, je veux un mec brun et ténébreux comme Timothy Dalton. Voilà. Mais je veux pas une superstar, et je veux pas une montagne de muscles à la Henry Cavill, parce que c'est too much. Je veux un mec, j'aimerais bien un mec qui revient un peu de piocher dans les romans, parce qu'ils s'en sont écartés beaucoup, mais il y a encore plein de trucs à faire. Je sais pas, en fait, je peux pas balancer un nom comme ça, je trouve que c'est impossible. La bonne nouvelle, c'est que Pattinson est déjà pris pour Batman. Ouais, voilà. Mais je veux pas Pattinson, donc ça tombe très bien. Non, mais surtout, il est déjà marqué par DC, quoi. Ouais. Oui, puis il serait terrible en Bond. Benoît. Je vais pas être très original, mais moi aussi j'ai envie juste d'être surpris par quelqu'un que je connais pas et qui du coup me plaira dans ce rôle. Après, vous êtes tous suisses aujourd'hui en fait. Non, après moi je sais que pareil, j'ai eu des acteurs que j'aurais aimé avoir incarné James Bond. Après il est pas très connu, enfin Eric Bana.
Je trouve j'aurais beaucoup aimé le voir en tant que James Bond. Mais il est australien ou néo-zélandais, un truc comme comme George ça, Lazenby. Comme George Lazenby. ouais, mais bon, ce qui compte vraiment. C'est le Commonwealth. Voilà. Mais effectivement, Eric Bana dans Anna, il y aurait eu un truc à faire. Exactement, Effectivement, de Joe Wright. Joe Wright sur un James Bond, ça pourrait être pas mal. Et ça pourrait être sympa. Mais bon, je vois que personne n'a envie de lâcher un nom. Si, moi j'en ai un. Bah vas-y. Harry Golding, que je suis depuis un certain temps, qui est britannico-malaisien. Et donc c'est un sujet de la reine, tout va bien. Et il est très très beau. Et il porte très très bien le costard, pour l'avoir vu dans Crazy Rich Asians. Ouais. Et alors ce film a l'air de rien, mais du coup il est pas suffisamment connu. Le truc le plus connu qu'il ait fait, c'est G.I. Joe 3 Snake Eyes. Dont ils ont annulé la sortie en France. Donc oui, non, lui c'est le bon gars. Il est et en plus il est temps d'amener un peu de sang frais et pas uniquement un gars uniquement britannico-britannique, mais quelqu'un qui a quand même une origine mélangée par rapport à tout ça. Et je pense que ça serait intéressant d'aller dans ce genre de direction si vous voulez vraiment de prendre le 21e siècle un petit peu en retard, mais il est jamais trop tard. Disons que l'exotisme ne soit plus un contexte, mais vraiment un agent même du récit, qu'on le retourne effectivement. Et surtout, qu'est-ce qu'il est beau, ce garçon. Donc, quand je l'ai vu en costard, j'ai dit non, lui tu feras. Je le note dans mon bond list là. Bah il tourne pas mal effectivement dans les top. Il est pas suffisamment connu. C'est ça. Non mais c'est peut-être une bonne pioche du coup. Je lui dis prends pas de film. Non, j'allais suggérer Dan Stevens de tête. C'est Matthew Crowley de Downton Abbey, qui a également incarné Légion dans la série éponyme, mais aussi moi je vous recommande The Guest de Adam Wingard, dans lequel justement il joue ce personnage incroyable, très, très dangereux, justement avec un flingue, limite un slasher avec un flingue. C'est assez incroyable comme film, un duel au sommet contre Lance Reddick, cet acteur que je n'en finis plus de name dropper et d'adorer. Mais voilà, c'est peut-être un acteur un peu passe-partout, mais qui du coup est capable de jouer un peu tout. Si jamais il faut un registre léger, il est capable de le donner. S'il faut présenter un côté dandy, il est capable de le faire. Il est capable de montrer beaucoup de sensibilité et en même temps de montrer avec cette espèce de regard glaçant aussi, d'expression très fermée qu'il peut avoir, et bien véhiculer une impression de danger et conserver, quand même pas perdre trop les fans de Craig non plus. Ça ferait 2 James Bond blonds de suite, certes, mais bon, voilà. Moi, je trouve que c'est une très très mauvaise idée. Je préfère la propale de Daniel, que je trouve on est dans le bras, on est dans le je trouve que c'est plus original et plus frais et Dan Stevens pas du tout, j'adhère pas du tout. Très bien. Bon, je suis pas une mauvaise idée, prêt à remarquer, donc en tout cas voilà, on sera pas d'accord aujourd'hui, mais en tout cas je tiens à vous remercier pour votre présence aujourd'hui, pour cette émission qui s'est faite, hein, voilà, on est quand même très heureux. Elle a attendu, mais elle s'est faite. Les amis, est-ce que c'est le temps de donner peut-être une petite recommandation, si vous en avez, avant de conclure? En avez-vous, Benoît? On en a parlé juste à l'instant, Anna de Joe Wright. Ah bon, très bien, effectivement. Très bon film qui mélange espionnage et conte de fées. Ça paraît, voilà. Mais... Loïc? Sur James Bond, je conseillerais le bouquin de Frédéric Albert Lévy, Bond l'espion qu'on aimait, qui est un essai qui revient sur différentes thématiques sur le personnage, que j'ai lu justement quand j'ai préparé mon épisode, donc je le conseille fortement, voilà, sur la thématique Bond. Ariane? Puisqu'on fait une reco sur Bond, moi je vais faire une reco de bouquin en anglais, donc j'espère que vous lisez l'anglais, mais James Chapman a écrit un très bon bouquin sur Bond qui le repositionne vraiment à chaque fois dans son contexte culturel, à la fois cinématographique et social, et c'est un peu le seul bouquin à faire vraiment ça, et c'est un très bon livre, donc voilà, si vous comprenez l'anglais, go 100 fois. Daniel? Alors moi, je vais faire une anti-reco. Alors n'allez pas voir Snake Eyes, G.I. Joe, parce que Harry Golding il est pas ouf dedans. Celui de Brian De Palma est meilleur, hein. Ça c'est sûr. Par contre, Crazy Rich Asians, bizarrement, est un film très divertissement. Si tu veux une rom-com hors sol, c'est vraiment rigolo. Et surtout, il y a un truc que j'aime bien, c'est qu'il y a Michelle Yeoh. Et Michelle Yeoh, elle pourrait me vendre du dentifrice. Je prends, c'est une grande actrice. Et le climax de ce film, alors c'est un film tellement mineur et ça me fait plaisir de
recommander un film mineur, c'est que le climax de ce film, c'est une partie de mahjong, c'est une partie d'échecs chinois, quoi. Et tu comprends rien, et en même temps, tu comprends exactement tous les aboutissants. Et quand tu comprends en fait le twist, parce qu'il y a un twist sur ce match de mahjong, et ben là, tu fais ce film est beaucoup plus malin que ce que je pensais, et du coup, j'ai beaucoup de tendresse pour ce film. Et comme il y a Michel Yeo, techniquement, ça fait un lien comme Reco James Bond. Bah ouais. J'allais dire, c'est le Casino Royale de la rom-com, vu qu'il y a une partie, si on connaît pas le poker aussi au milieu, on se dit, waouh, il est trop fort et on n'a pas compris. Voilà. Tu veux que je te révèle le twist en fait? Non, mais non, pas du d'accord, tout. ok, d'accord. Non, je dis rien. Bon, et moi, c'est à mon tour de faire ma reco, donc très rapidement, elle est très grosse, mais voilà, donc c'est James Bond par Roger Moore, qui m'a accompagné à la préparation de cette émission. C'est un ouvrage qui peut être un peu complaisant, évidemment. On est sûr que les anecdotes, elles ont été relues par la production avant d'être mises dans le livre. On apprend beaucoup de choses, notamment dans la partie qui a trait aux relations qu'entretiennent les différents acteurs qui ont joué Bond entre eux, et la façon dont ils se passent le témoin, dont ils échangent sur leurs expériences. Et c'est plutôt intéressant. C'est un bouquin très tendre où on a quand même des anecdotes un peu creepy, je disais en antenne, sur le tournage de certains films. Mais du coup aussi Moore reste quand même un peu lucide sur l'engrenage, sur cette machine qui datait quand même, qui était dans son époque. Voilà, mais du coup c'est une lecture que je vous recommande, et également une recommandation jeu vidéo très rapide qui s'est permis de digérer plusieurs époques de James Bond, mais qui prend place dans les années 60. C'est évidemment Metal Gear Solid 3, Snake Eater, voilà, qui est un jeu grandiose qui, non content de rendre hommage à James Bond, rend hommage à toute une époque du cinéma par le gameplay et par la narration, et je ne peux que vous le recommander. Ça peut même être votre premier Metal Gear si vous n'avez pas envie de vous faire les deux premiers. Voilà. Merci à vous. Comme le dit la tradition, comme le dit la phrase consacrée, Lucas, c'est la... Non, ok, on l'aura pas cette fois, c'est pas grave. C'est comme le disait, voilà, c'est pas grave. Non, c'est la fin des choux, c'est la fin de l'émission. Je suis désolé Daniel qu'on n'ait pas Dynasty Warriors 3 en VF pour ton passage, c'est pas grave, on fera un effort la prochaine fois. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur les réseaux sociaux @hyperlink_HPL sur Twitter. Également rejoignez-nous sur Discord pour échanger avec la communauté, la rejoindre et partager avec nous vos meilleurs souvenirs de la franchise James Bond. Loïc, on te retrouve sur Versus. Tout à fait. Est-ce que une petite actu pour le prochain numéro? C'est encore un peu tôt. Le prochain aussi, ça devrait sortir dans 15 jours. Ce sera sur Clint Eastwood. Très bien. Cool. On l'attend avec impatience. Et toi, Daniel, du coup, on te retrouve partout. After Eight, partout non, mais sur mes trucs, oui. After Eight, Super Ciné Battle, sur Twitch, Camille Robotics, et Gaijin Dash, Gamecult occasionnellement. Très bien, très bien. Et nous, du coup, n'hésitez pas à nous follow, on l'a dit. Et n'hésitez pas à... Oui. Aussi sur Slate, je fais les reviews de Blockbuster, donc j'ai fait un Venom 2. Non, j'ai fait le bilan de Bond, pour rester dans le thème, j'ai fait un bilan de la génération Daniel Craig, sans essayer de spoiler le dernier. Je peux te dire que c'était spécial. Mais... Et tu as lamentablement échoué en plateau aujourd'hui. Non. Ah oui, c'est vrai que... Ah oui, tu veux dire en termes de spoil? Oui. Ouais, après... On ne t'en veut pas. Ouais. Du coup, c'est le moment de vous remercier. De vous souhaiter une très bonne soirée si vous êtes avec nous en direct sur le chat. Et une très bonne journée, un bon appétit peut-être si vous nous écoutez en replay chez Micro Stockholm. On remercie Tsugi, on remercie Micro Stockholm, on remercie Loïc, on remercie Daniel, on remercie Benoît, on remercie Ariane, on remercie Charlie qui est dans le coin là-bas, on remercie Lucas à la technique. C'était musclé aujourd'hui. On remercie Luc, on remercie Antoine et toute l'équipe. On vous dit à très bientôt. Ciao. Salut.